même, elle est anémique et maintenant tout le monde le sait, la vitamine D est une carence principale chez surtout les femmes dans ces trois pays. Alors pourquoi la sécurité alimentaire? Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'il y avait des erreurs qui ont été commises dès le départ. Il y avait trois périodes. Une période agro-exportatrice, parce que n'oubliez pas que nous, les Marocains par exemple, on exportait les viandes, on exportait les agrumes, on exportait le maïs. Maintenant la tendance est renversée, on est en train d'importer. Et puis il y avait des politiques d'ajustement structurel, c'est-à-dire on a été subventionné, et puis à un certain moment la Banque mondiale a dit arrêtez, il faudrait arrêter ces subventions. C'est ce qui a causé beaucoup d'émeutes bien sûr, mais il y a certains pays qui continuent la subvention, et même chez nous au Maroc, il y a des denrées qui sont toujours subventionnées. Et puis, il y a les politiques post-ajustement ad hoc, et il y a aussi cette libéralisation et cette mondialisation qui ne passe pas sans causer des problèmes. Regardez ces trois périodes dont je vous ai parlé, elles sont là. Donc, la période agro-exportatrice, c'était avant les années 70, puis la période d'ajustement structurel, et finalement le post-ajustement et la libéralisation et la mondialisation. Et depuis lors, si on voit de la FAO, ce qu'il nous a donné toujours comme tendance, des prix, les prix, à un certain moment, ils étaient tous bas, partout. Et c'était quand même quelque chose à laquelle on ne devait pas croire, parce qu'il y avait un manque de responsabilité. Ici, on camouflait les choses, on essayait de faire taire les gens, etc. Mais après la crise de 2007-2008, il y a eu ce problème c'est-à-dire les prix se sont élevés, comme ce que vous voyez là. Et là, cette crise 2007-2008, c'était comme un tsunami qui a excusez-moi, il a rendu décrédible comment on appelle ça, ces politiques alimentaires et nutritionnelles de l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs causes, des causes conjoncturales, des causes structurales, qu'on peut analyser sur la base de l'offre et de la demande. Par exemple, les causes conjoncturales, c'était, et on le trouve maintenant, il y a la sécheresse partout, parce que même s'il est, on va dire en Russie, il va se retentir sur les Marocains et sur l'Afrique du Nord. Il y a aussi la faiblesse des stocks à l'échelle mondiale des denrées alimentaires de base. Il y a ces prix qui augmentent du pétrole, et aussi le pétrole, et la végétation et les céréales et tout qui vont aller pour produire du carburant. Et il y a aussi, tout ça, il est amplifié par cette spéculation à l'échelle mondiale et les intermédiaires et tout ça. Il y a aussi d'autres causes structurelles, comme par exemple les terres arables et les terres cultivables sans limite. Il y a aussi les changements climatiques qui vont causer des problèmes. Il y a la production qui est stagnante, la démographie qui augmente, et les stocks qui sont en rupture et aussi qui diminuent. La démographie qui augmente et qui demande la qualité aussi, parce que maintenant, vous pouvez trouver aussi que la Chine et l'Inde et tout, ils sont de grands consommateurs des produits carnés et qui nécessitent beaucoup pour tout cela. C'est des politiques qui ont été choisies par erreur et qui n'ont pas abouti et qui ont été décrédibilisées. Je reviens à ce terme qui n'arrive pas à sortir. Et tout ça va nous ramène les penseurs dans le domaine à penser souveraineté alimentaire. Et maintenant, la tendance va vers une souveraineté collective, c'est-à-dire au lieu de penser à l'échelle du pays, il faudrait penser à l'échelle régionale. Pourquoi ne pas penser à avoir, vu que nous sommes des pays limitrophes à l'échelle de l'Afrique, et pourquoi pas le sud de la Méditerranée, nous avons tous les mêmes structures, les mêmes terres, les mêmes pensées, une diète méditerranéenne qui favorise et qui est très en vogue, c'est-à-dire très intéressante pour la santé, même les pays les plus évolués reviennent sur cette diète, etc. Donc pourquoi ne pas penser en termes de souveraineté alimentaire collective et prendre nos choses en main, pas seulement à l'échelle du pays, mais à l'échelle régionale de l'Afrique du Nord, pourquoi pas? Parce qu'on souffre des mêmes problèmes, on a les mêmes atouts, on peut aller plus loin. C'est ça le concept de souveraineté alimentaire. Si vous voulez...
ces pays, ces trois pays, tout le monde le dit maintenant, c'est connu, il y a la transition, il y a la double charge de malnutrition, donc il faudrait de nouvelles orientations, de nouvelles politiques alimentaires, économiques qui doivent répondre à ces besoins. Pour cela, il faudrait donc penser dorénavant en termes d'évidence scientifique et sur des bases scientifiques, il faudrait que toutes les stratégies à venir doivent quand même reposer sur certains éléments d'évidence scientifique. C'est le temps d'agir, comme je le dis toujours, et pour cela, nous avons fait un projet ici au Maroc et en Tunisie, donc à l'échelle maghrébine, et qui a reposé sur l'étude de certaines options pour évaluer et pour donner et asseoir une bonne stratégie alimentaire basée sur des données scientifiques. Vous savez que tout l'environnement gouverne sur l'individu. Il y a les facteurs individuels aussi génétiques, épigénétiques, l'histoire de l'homme et sa consommation alimentaire, son activité physique, etc., qui font que si on est obèse, on est automatiquement par la suite atteint par les maladies chroniques et les maladies donc, non transmissibles liées à l'alimentation, l'objet de notre journée d'aujourd'hui. Regardez avec moi un individu, s'il est obèse ou en surpoids, regardez, ça dépend bien sûr de ses dépenses, mais aussi d'autres facteurs alimentaires et d'autres facteurs plus que ça. À l'échelle, par exemple, de son travail ou à l'école ou à domicile, il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir pour installer cette obésité et ces maladies non transmissibles par la suite, bien sûr. À l'échelle communautaire, regardez, il y a les transports publics, la sécurité publique, il y a les soins de santé, l'assainissement, l'agriculture, le jardinage, les marchés, les jardins et tout cela. À l'échelle nationale et régionale, il y a les transports, le système de santé, sécurité, les médias, la culture, l'éducation, et aussi ce qui nous vient de l'extérieur, la mondialisation, le développement, les médias et la publicité, avec bien sûr ces antennes paraboliques qui nous bombardent avec beaucoup de publicité, qui bombardent nos enfants. Et regardez la trame que va constituer ceci comme interaction. Ceci nous a poussé quand même à dire que nous vivons dans un environnement obésogène. Un environnement de plus en plus obésogène, et on dit à l'obèse, c'est toi qui es responsable, alors que c'est faux. Un obèse, c'est quelqu'un qui lutte, comme cette mythologie grecque Sisyphe, qui a été condamné par ses dieux à pousser cette grande pierre jusqu'au haut pour lui excuser ce qu'il a fait pour ne pas qu'il soit condamné. Mais il n'arrivera jamais, parce que la pierre, regardez comment elle est, et l'homme, regardez comment il est. Ça veut dire que c'est l'environnement qu'il faut changer. C'est des modifications de tout un environnement. Pas l'individu à lui seul qui doit faire ça. Et puisque c'est les causes de cette obésité qui va installer des maladies par la suite chroniques, non transmissibles, elles sont multiples, même les réponses doivent être multiples et on doit agir sur l'environnement. Pour cela, et comme vous le voyez ici, tous les facteurs amènent à ces maladies non transmissibles, avec bien sûr des facteurs de risque comportementaux, des facteurs de risque biologiques, vous voyez dans ce tableau. Donc il fallait savoir. Et pour cela, il fallait faire des études épidémiologiques pour un peu connaître ce qui se passe à l'échelle, c'est-à-dire la situation dans ces pays. Et on s'est dit pourquoi pas, donc on s'est mis d'accord pour étudier la transition nutritionnelle en Afrique du Nord et contribuer à la prévention de l'obésité et des maladies qui accompagnent. C'était entre l'Institut de recherche pour le développement en France, l'Université de Nottingham en Angleterre, l'Institut de nutrition, national de nutrition et technologie technologie alimentaire en Tunisie, et aussi l'Université Montofane. Les deux pays, vous les connaissez, ce n'est pas la peine de s'attarder. Donc toutes les équipes du Nord et aussi les équipes du Sud. Les études ont démarré en 2007 pour aller jusqu'à 2011 parce qu'on a ajouté une année par la suite. Il y avait beaucoup d'éléments. Il y a ici des gens qui ont travaillé. Il y a le professeur Amina Barakat, il y a les Germati, M. Germati Larbi, il y a Mme L'Ammari, il y a Hakim Balghiti. L'équipe était vraiment très colossale. C'est Khalid Kari, tout le monde a travaillé dans ce projet et qui a porté sur deux volets. Un premier volet qui est tout ce qui est alimentaire, consommation, tout ce qui est données biologiques, tout ce qui est activité physique, tout ce qui est volet psychosocial, etc. Et un autre volet, cette fois-ci, qui se voulait, on va dire, peut-être politique, parce qu'il a touché tous les acteurs clés qui interviennent à l'échelle du gouvernement. Je vais vous expliquer comment. Donc, ce sont les acteurs clés. C'était pour un peu voir
comment ils vont penser si on pense à changer cet environnement obésogène, pour ne pas tomber dans les maladies. Donc il fallait une cartographie des esprits et des pensées de ces gens, c'est ce qu'on appelle, grâce à un logiciel, multicritère et un mapping, MCM, et qui a reposé sur des études. Il y a Seftah Derwish qui a fait la grande partie avec moi. On s'est occupé de ces deux, de ce volet. C'est le professeur Derwish qui est là ici avec nous. Alors que l'autre volet, il était réservé à d'autres collègues dont je viens de citer les noms. Pour dire qu'il y a une interaction, ce que j'ai dit à l'entrée de ce collègue, de ce colloque, il y a une interaction entre les praticiens, les rechercheurs, les diététiciens, et là j'oublie aussi les diététiciens parce qu'ils étaient partie prenante dans ce projet. Bien, c'est quoi le projet? On invite les gens, et c'est pas facile, une année et demie avant par des lettres, parce qu'il fallait inviter des ministres, des présidents, des directeurs de tous les secteurs, on va le voir, et c'est pas facile. Il fallait donc les inviter, leur envoyer des plaquettes, leur expliquer pourquoi on veut les voir, et on voulait les voir pour des interviews, et les interviews pouvaient durer entre 2 heures jusqu'à 4 heures. Alors, première étape, c'est leur donner des options de stratégie, des éléments de stratégie. Les éléments de stratégie nous ont demandé aussi 2 ans de travail, parce qu'on a commencé par 38 stratégies, et on a commencé à éliminer pour se retrouver avec 12. Je vous explique. Vous êtes en face, par exemple, d'un directeur, on va dire Senjari, qui est en train de faire l'interview avec nous. Senjari. Et alors, on va vous envoyer des plaquettes, vous allez les étudier, vous allez donc donner l'accord, et puis on vient avec un ordinateur, on commence à donner des interviews. L'interview, il est enregistré par des petits enregistreurs, mais en même temps, dans l'écran, vous êtes en train de voir vos réponses. Alors, on vous donne une première stratégie, une première option. Par exemple, les options, elles sont là, les 12 qu'on a gardées. Les options qui sont relatives à l'éducation. Par exemple, je ne sais pas, former les professionnels de santé en matière d'obésité et de soins et de prévention. Ou bien, c'est-à-dire améliorer et mettre en place l'éducation pour la santé. Ou bien, par exemple, les options qui, pour la promotion de l'activité physique, c'est changer le planning des transports et les politiques de transport, c'est-à-dire faire des pistes cyclables, lutter contre ces escalateurs, etc. Et puis aussi, au lieu qu'il y ait une seule heure d'activité physique à l'école, il faudrait prévoir 2-3 heures, pourquoi pas, avec un large éventail d'activités. Et puis, il y avait des options qui sont relatives à l'information, comme par exemple l'étiquetage, comme par exemple, il faudrait voir avec les restaurateurs qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et donner comme prestation aux gens. Et alors, chacune de ces options était discutée une par une. Et au cours de la discussion, par exemple, avec Senjari, lui, il va dire quelque chose. Ah, je trouve que c'est pas faisable. Ah non, non, c'est oui, elle est bonne, mais le coût, peut-être, pour le consommateur, il doit être... le coût pour nous, on est en train d'enregistrer et on ressort des termes clés qu'on appelle les critères et qui vont être nos clés pour la suite de l'étude. Ces critères donc vont avoir des scores et lui, il est en train de donner des scores à chacun des critères et puis ça va s'afficher en face de lui sous forme de ces histogrammes. Tant que l'histogramme est vers la droite, ça veut dire qu'il est crédible, qu'il n'y a pas de soupçon, qu'il est optimiste, que c'est une stratégie qu'on peut tenir en compte. Tant qu'il est à gauche, ça veut dire qu'il faut quitter cette option parce qu'il est pessimiste et n'est pas bon. Et au centre, donc, on peut dire qu'il est bon. Et plus la largeur, on va dire, de l'histogramme est grande, plus il y a du doute. Moins il est large, moins de doute. Et donc, lui, il va regarder ce graphique. Excusez-moi. Il va regarder ce graphique, il va dire non, 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 moi je ne pense pas comme ça. Est-ce que je peux changer? Vous lui dites oui, vous pouvez changer. Regardez, vous avez des scores que vous allez attribuer de ça à ça, vous allez donner des points. Et lui, il va changer, il va se retrouver avec une autre image qui est là. Le tout va aller vers la droite, mais quand même, il y en a qui sont à gauche. Donc celle-là, c'est la meilleure, parce qu'il se trouve la plus à droite. Continuons. Ça va donner finalement un résultat comme ça. Le résultat, il a été publié dans un article, vous pouvez voir ici, c'est Seftah Derwish,
Bourg, etc., donc toute l'équipe. Il a été publié dans plusieurs congrès internationaux. Les options étaient au nombre de 12. 37 personnes, des acteurs clés de tous les secteurs en Tunisie, au Maroc et 45 en Tunisie, hein, dans 33 secteurs différents. Les options donc, sont là. Et regardons par exemple les ministères. Finances, communication, ministère de la Santé, de l'Intérieur, de la Jeunesse et Sport, Commerce, Industrie, Éducation, etc. Et le nombre de personnes par pays qui ont été interviewées. Par exemple, le ministère de la Santé, c'était 3 au Maroc et 3 en Tunisie. Bien, continuons. Ici au Maroc, c'était l'Arabie Gématique qui a été interviewé, qui était élément aussi prenant, participant dans le projet. Et puis l'agro-industrie. Et puis les professionnels de santé, le secteur de l'éducation, regardez le nombre de personnes et les médias, et les multilatérales, on a choisi l'OMS et l'UNICEF. Et d'autres, bien sûr, les ONG, d'autres associations pour les femmes, pour les enfants, etc. Alors les critères qui sont sortis beaucoup, le coût, l'acceptabilité sociale, la faisabilité, etc. Qu'on peut présenter ici, faisabilité, il a été la plus qui est sortie. Le coût, il y en a qui pensent coût pour l'industriel, il y en a qui pensent coût pour le consommateur, il y en a, etc. L'acceptabilité sociale, les bénéfices pour la société. Regardez, le Maroc pense beaucoup à la société par rapport aux Tunisiens. Et ici, on va dire l'efficacité. Les Tunisiens sont beaucoup plus pour l'efficacité. Résultat, regardez. Tout ce qui est à droite, c'est une bonne chose. Notez avec moi, pour vous rappeler, j'ai mis ce graphique. Tout ce qui est noir, ça relève de l'éducation. Tout ce qui est vert, ça relève de la promotion de l'activité physique. Et le reste. Suivez avec moi le résultat. Qui sont à droite, ce sont tout ce qui est activité physique pour cette barre. Vous pouvez le voir, activité physique à l'école. Et là, c'est tout ce qui est formation professionnelle de la santé, éducation pour la santé, nutrition dans le cursus scolaire. Ils sont pour la nutrition dans le cursus. Donc, ce sont les plus performantes. Alors que le reste, ils sont un peu moins performantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la dernière. Parce qu'on peut, en fonction du thème, par exemple, d'une rencontre, on peut agir sur une stratégie. Aujourd'hui, moi, je choisis les politiques agricoles, puisqu'on parle des politiques agricoles dans cette présentation. Regardez maintenant si on les classe par option et si on classe les options par les acteurs clés. Regardez ce qui vient à droite carrément, tout ce qui relève de l'éducation. Même l'activité physique, elle est à l'école. Alors que le reste, il est là. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les politiques agricoles, c'est-à-dire les mettre au même diapason avec les politiques de la santé. Il faut agir sur la politique pour aller au même sens pour améliorer la santé de la population. Est-ce que ceci existe ou pas? Alors là, je vais accélérer. Les options par catégorie d'acteurs. Regardez avec moi le secteur du gouvernement, le secteur de l'industrie, de l'agro-industrie, la communication et les médias, les ONG, les associations, l'OMS et l'UNICEF ici, l'éducation. Alors, cette première option, qui est introduire l'éducation dans le cursus scolaire, elle a eu le premier rang. Regardez, elle est toujours à droite, avec un peu moins large, parce qu'il y a beaucoup de performances et beaucoup de certitudes, alors que les restes, ils sont par rapport à elle vers un peu la gauche et un peu décalés vers la gauche. Maintenant, la deuxième, c'est améliorer, renforcer l'éducation pour la santé, de la santé pour le public ou la population large. Regardez, elle aussi, il a eu quand même un bon score. On est toujours dans le secteur qui touche un peu à l'éducation. Maintenant, étendre la fourchette de l'activité physique à l'école et aussi le nombre d'heures. Regardez, les agro-industriels maintenant, ils ne sont pas beaucoup pour ça. Qui c'est qui a les multilatérales ne s'intéressent pas beaucoup. Maintenant, la santé, la formation des professionnels de la santé. Regardons le secteur de la santé, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là, et eux, ils préconisent ça, ils sont pour ça. Mais les agro-industriels, ça ne les intéresse pas beaucoup. Les autres, oui, les multilatérales, surtout, comme le ministère de la Santé. Maintenant, je vais un peu courir pour aller à ce qui nous intéresse. L'agriculture, elle est reléguée aux deux, vraiment à la dernière, parce qu'elle est toujours à gauche, et tous les secteurs,
hein, ne préconisent pas. Et même, regardez, les multilatérales, c'est le dernier de leurs soucis. Mettre au même diapason les politiques alimentaires et les politiques de santé. Bon, je vais aller très vite pour vous dire que si on rassemble les deux pays, donc il reste 2 ou 3 diapos, regardez, pour les 3 pays, il y a les politiques agricoles qui sont vraiment très rejetées, on va dire. Pas les politiques agricoles, mais c'est-à-dire agir au niveau des politiques agricoles pour promouvoir la santé, promouvoir les produits frais, les fruits et légumes, ne pas exporter les choses importantes, etc., etc. Donc là, on aboutit à notre conclusion que d'abord, tout ce qui touche à l'éducation et à la formation, il est bien sollicité par les acteurs du gouvernement, mais ce que la première partie nous a présenté, nous a montré, c'est qu'il y a un divorce entre l'agriculture et les stratégies de la santé. Il y a aussi un divorce que je n'ai pas exprimé au début de cette partie. La première partie, c'est le divorce entre la production et la consommation.